Un plaisir de vous retrouver pour les informations. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une semaine pour célébrer l'Europe au Bénin, les festivités ont démarré. Cette année, la culture est à l'honneur. Le traitement de l'information reste le socle même du journalisme. Au Bénin, il se heurte à quelques difficultés qui supplantent la déontologie et l'éthique de la profession. Et puis nous irons à Dakar découvrir quelques œuvres d'Ousmane Sow exposées dans la maison qu'il a lui-même construite et qui tient désormais lieu de musée. Depuis le 4 et ce jusqu'au 12 mai, c'est la semaine de l'Europe au Bénin. Une semaine pendant laquelle la délégation de l'Union européenne et les ambassadeurs des États membres vont se mobiliser pour fêter l'Europe. Cette année, l'accent est mis sur la culture, vectrice de dialogue entre les peuples et comme outil d'intégration de la jeunesse. Les festivités ont démarré vendredi dernier. Igor Ayosso, Marcel Arrossi. 9 mai, journée de l'Europe, est célébrée sur une semaine au Bénin. 7 jours d'activités festives ouvertes par une représentation des étudiants de l'École internationale de théâtre du Bénin. Le peuple est cadavéré, les militaires sont cadavérés, les rois cadavérés, les reines cadavérés. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaque pour marquer les pas. La pièce théâtrale, on a vu que c'était un travail bien conçu et bien articulé et bravo à tous les acteurs. C'est pour moi la deuxième fois que je les vois à l'œuvre et je suis toujours aussi impressionné par la qualité de cette troupe, le professionnalisme et le côté à la fois moderne et innovant et la qualité des acteurs. Je pense que c'est vraiment une excellente troupe de théâtre. Le Bénin sur le plan artistique est un pays très impressionnant. Et cette troupe de théâtre a fait quelque chose de très difficile puisque même parfois en Europe, les citoyens, en fait, pour comprendre le message de ce que veut l'Union européenne, c'est pas toujours facile à expliquer. Ils ont dansé ça, ils ont chanté ça, ils ont transformé ça en fête. Je trouvais que c'était absolument remarquable et inattendu. Et d'ailleurs, beaucoup de spectateurs, en sortant, m'en ont parlé pour dire que c'était remarquable. Une semaine de l'Europe 2018 avec un programme riche en activités culturelles dont le 7e art. L'école buissonnière, dernier film de Nicolas Vanier qui raconte une histoire d'hommes, d'animaux et de nature faisait partie des grandes attractions de cette cérémonie. Pourquoi vous avez dit que j'étais le fils du neveu de ma cousine? Parce que j'ai pas le droit de loger n'importe qui chez moi, tu comprends? Ouais, un mensonge quoi. Qu'il te faudra bien répéter si jamais on pose des questions, d'accord? Puis arrête avec ton vous. Je suis pas contente, moi. Je pense que c'est une très bonne position et qui touche aussi un problème de notre société. C'est la protection des animaux, des espaces, de nos parcs, de tout ce qui concerne la nature, le paysage. Et donc, dans une histoire qui est très intéressante, on a su impliquer ainsi les animaux, les oiseaux, tout ce qui concerne l'environnement dans lequel nous vivons. C'est plein de sensibilité, c'est plein de valeurs et ça porte évidemment haut la notion de protection d'environnement et de beauté de la nature qu'il faut à tout prix préserver. La Semaine de l'Europe cette année célèbre les 61 ans du traité de Rome qui institue la Communauté économique européenne devenue Union européenne. La déontologie et l'éthique sont les règles de base du métier de journalisme. Elles régissent la profession. Mais le constat, c'est que face à certaines réalités, la déontologie et l'éthique sont bafouées au profit de certaines pratiques qui n'ont normalement rien à voir avec le journalisme. Dieudonné Abimbola. La presse écrite souvent, c'est les mêmes titres. L'autre change le là-bas, l'autre change là. Et on met les articles pour différencier. C'est presque la même parution tous les jours.
Donc on a un regard que c'est télécommandé. Il y a beaucoup qui font plus de la communication que de l'information. Le professionnalisme dans le traitement des informations, voilà qui pose avec acuité le problème du respect de l'éthique et de la déontologie dans les médias. Et pourtant, le Code de l'information et de la communication en vigueur au Bénin est clair sur la question. Si éventuellement un journaliste venait à être appelé par une structure ou une autorité pour servir d'attaché de presse ou de responsable de communication, il dépose sa carte de presse auprès de la HAC parce que là, il rentre tout de suite dans un travail de propagandiste, de soigneur d'image. À partir de cet instant, il n'est plus très utile pour le travail de collecte et d'information. En même temps, on lui dit que le journaliste, dans l'exercice de sa fonction, il doit faire en sorte que l'on puisse savoir qu'il respecte le commentaire, il respecte les faits. Donc les deux doivent être séparés. Dans le même temps aussi, il doit respecter et la publicité et les faits. Il doit les séparer aussi. Et par rapport à son travail, toujours, on lui demande tout simplement de faire en sorte qu'on puisse l'identifier par rapport au travail qu'il fait. Le manque de sources véritables de financement des entreprises de presse, le non-respect de la convention collective explique, selon les acteurs, les dérives observées dans la presse. Lorsque le journaliste, pour des raisons économiques, est obligé peut-être de bien parler d'un pouvoir ou d'un homme politique ou d'une entreprise, ce journaliste est-il libre? Voyez, parce que c'est une réalité aujourd'hui que les journalistes béninois ne sont pas bien payés. Il y a des entreprises de presse où ils ne sont pas du tout payés. Il y en a où ils sont un peu payés, et puis voilà quoi. D'autres, vous verrez même parfois des stars de télé, des gens connus sur des chaînes de télévision, mais qui gagnent à peine 50 000 francs le mois. Mieux, la plupart des organes, notamment au niveau du privé, sont détenus par des opérateurs économiques ou des hommes politiques. C'est un fait. Vous savez, une société n'a que la presse qu'elle mérite. Parce que, aussi longtemps que la fragilisation des organes de presse est de mise telle que ça se présente, où les organes sont soumis à un dictat au plan fiscal systématique, sont soumis à l'inexistence de l'aide, l'inexistence du fonds. Donc la fragilité amène à ce que, eh bien, plutôt que d'informer, on communique. C'est regrettable. Il faut que nous soyons tous d'accord pour condamner cela. Satisfaire le droit du public à l'information est une exigence démocratique. Une exigence qui nécessite une presse épanouie sur le plan économique et juridique. La coloration des cheveux est une pratique mode en très forte progression. Les teintes autrefois utilisées pour embellir les objets font désormais partie des éléments de beauté. Et les hommes et les femmes sont concernés. Mais les teintures capillaires sont-elles inoffensives? Que doit-on savoir exactement sur ces produits cosmétiques? Mathieu Sokenou, Hospice Honton. J'ai mis la teinte pour me rendre plus belle. Je mets les teintes pour sortir, pour être plus remarquable. De l'or par ici, du rouge au vin par là, et bien d'autres encore. Toutes ces couleurs dans un décor féerique traduisent un seul mot, beauté. Il s'agit des teintes. Pour préparer une teinture, il y a le produit et il y a des teintures qui prennent l'eau oxygénée. Il y a des teintures qu'on prépare avec de l'eau simple. Il y a des teintures qu'on prépare avec de l'eau simple, c'est des teintures naturelles. Ces teintures-là, par exemple, ils n'ont pas de conséquences impacts sur les cheveux. Les teintures qu'on prépare souvent avec de l'eau oxygénée, après chaque teinture, il faut nécessairement faire un traitement pour que ça n'agisse pas sur les cheveux. À l'instar des objets embellis par la teinte, désormais, la tête des hommes reçoit aussi des couches de teinte. Derrière cette beauté se cachent des conséquences sur la santé. Il y a des têtes justement qui ne supportent pas de la soude. Donc souvent il y a la soude dedans. Donc dès que tu passes sur la tête, dès que ça touche à leur peau, ça les irrite assez. Ça les irrite beaucoup. Ça peut créer des petits plaies dans les cheveux ou sur le cuir chevelu. Et après ça, des fois on met cette teinte à des gens, juste les 2 heures qui suivent, la teinte s'enfle au point où on a peur. Tout de suite, on se rend à l'hôpital pour se faire acheter des médicaments.
Là, c'est le coiffeur ou la coiffeuse qui est interpellé à tout bout de champ. Et ce cas, moi, j'en ai connu plusieurs fois. Il ne m'affole plus dès que ça sort. J'ai un moyen pour calmer le mal. Des conséquences, oui, mais qui sont vite maîtrisées, selon ce responsable du salon de coiffure. Très souvent, c'est des antibiotiques qu'on prescrit à notre clientèle d'utiliser. Et dès que la cliente met sa confiance en nous et il suit ses conseils, au bout de 3 jours, il est guéri. Mais très souvent, les clientes ont peur. Donc, tout de suite, elles se jettent elles vont à l'hôpital et se confient à un docteur pour se faire traiter. Le Tchad souhaite relancer sa production de coton tombé au bas depuis 75 ans. La compagnie nationale Coton Tchad a fait appel au géant asiatique Olam pour remettre sur pied la filière. Ce dernier a racheté 60% de la société cotonnière nationale et le pays se voit déjà produire 300 000 tonnes de coton graines dans 5 ans. Des prévisions qui suscitent beaucoup d'espoir. Un vaste réseau de fraude sur les salaires est en train d'être démantelé au Cameroun. L'affaire impliquerait des centaines de fonctionnaires en service au ministère camerounais des Finances. Certains auraient perçu depuis des années des salaires doubles, des avantages illégaux ou encore des salaires illicites. Les pertes pour les caisses de l'État tourneraient autour de 13 milliards de francs CFA. Le déclenchement de cette affaire coïncide avec l'opération de comptage physique du personnel de l'État en cours au Cameroun. À Dakar, l'ancienne maison du sculpteur sénégalais Ousmane Sow, décédé en 2017, abrite désormais une partie de ses œuvres. C'est la famille de l'artiste qui a tenu à ce que la maison qu'il a construite lui-même soit le lieu du musée qui lui est consacré. Le commentaire de Ayman Rodrigue Amégan sur les images de l'AFP. De majestueuses sculptures qui forcent l'admiration. Cette maison à 2 étages, Ousmane Sow l'avait baptisée le Sphinx car elle préfigurait pour lui la série qu'il imaginait réaliser sur les Égyptiens. Tête, bras et dos du Sphinx sont représentés symboliquement en une architecture résolument contemporaine selon un document de présentation de l'édifice. C'est ici que le très célèbre sculpteur a taillé de grandes œuvres. Il y avait une notion de continuité. C'est une maison qu'il a bâtie, qu'il a pensée, bâtie, décorée, puisque les sols que vous voyez sont recouverts de sa matière, les murs également. C'est comme un livre, cette maison aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient ici peut avoir une vision globale de l'œuvre d'Ousmane, du moins les séries africaines et les grands hommes. L'inauguration de la maison d'Ousmane Sow a lieu en marge de l'édition 2018 de Dakar, une des plus importantes manifestations de l'art africain contemporain, organisée tous les 2 ans au Sénégal et lancée jeudi dernier. Ici, dans cette demeure qui était considérée comme le jardin secret d'Ousmane Sow, ses œuvres continuent de susciter grand intérêt. Ah mais c'est fabuleux, ça confirme justement mes convictions que c'est vraiment un orfèvre de l'art sculptural dans la mesure où ces sculptures majestueuses nous informent sur la culture mondiale, on va dire, et négro-africaine en particulier. Ousmane Sow est décédé en décembre 2016. L'artiste qui avait été admis à l'unanimité à l'Académie des Beaux-Arts à Paris en décembre 2013 a laissé à la postérité des centaines d'œuvres. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 12h45.